L'Union européenne va renforcer sa coopération avec le Burkina Faso dans le domaine sécuritaire. L'annonce a été faite par le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel à l'issue d'une audience ce matin avec le président du Faso. La sécurité a été également le principal sujet évoqué pendant les échanges entre Rochmar Christian Kaboré et le représentant de la MINUSMA. Les partenaires techniques et financiers manifestent leur disponibilité à accompagner le gouvernement burkinabé dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. C'est ce qui ressort d'une rencontre tenue ce matin entre le Premier ministre et ses partenaires techniques et financiers en prélude à la table ronde des bailleurs de fonds sur le PNDS prévue début décembre à Paris. À 48 heures de la clôture de la 14e édition du CIAO, les organisateurs dressent un bilan satisfaisant. Les défis ont été relevés notamment sur le plan sécuritaire. Le comité d'organisation du CIAO a fait son bilan à mi-parcours cet après-midi. À l'étranger, l'armée irakienne est entrée dans Mossoul pour l'ultime bataille de libération de cette principale ville, jusque-là tenue par le groupe État islamique. L'offensive est désormais lancée sur tous les fronts. C'est dire donc que l'étau se resserre sur le combattant de l'État islamique. Voilà pour la une de ce 20h. Bonsoir, merci de nous suivre. Cela dit, au palais de Kosiam ce matin, le président du Faso a reçu deux personnalités. La première personnalité, c'est le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel, qui est allé parler de développement et de sécurité avec le chef de l'État. La sécurité, c'est également le sujet sur lequel le président du Faso et le représentant de la MINUSMA ont échangé ce matin encore. On fait le point de ces audiences avec Yacouba Gamene et Moumouni Soubeyega. Le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel est venu parler développement avec le président du Faso. Des questions sociales, économiques et sécuritaires font partie des domaines sur lesquels l'Union européenne compte mettre l'accent pour soutenir le Burkina dans sa quête de développement. Il y a des projets qui sont maintenant financés à part du programme indicatif national qui prévoit 620 millions d'euros de financement. Il y a les projets du Trust Fund qui se centrent également sur les aspects sécuritaires et les aspects de gestion des frontières également. Après le représentant de l'Union européenne, c'est au tour du représentant de la MINUSMA d'être reçu par le président du Faso. Les questions sécuritaires étaient également au centre des échanges entre le chef de l'État et Mahamat Saleh Anadif. Le déploiement va être opéré pour qu'il soit encore plus proche de ses frontières. Et dans le cadre, surtout, je dis, de mutualiser un peu nos capacités pour qu'on puisse assurer la sécurité de l'ensemble de ces régions. Parce qu'aujourd'hui, les adversaires de la paix ne connaissent ni frontières, ne connaissent ni nationalité. Et donc, qu'un Burkinabé soit au Mali doit se considérer comme si vraiment il est au Burkina et vice-versa. Je crois que de ce point de vue, nous sommes ouverts et bientôt des redéploiements vont être opérés pour qu'on soit plus opérationnel, plus efficace. Plusieurs contingents burkinabés participent actuellement à plusieurs opérations de maintien de paix comme au Mali. Et Mahamat Saleh Anadif dit avoir saisi cette opportunité pour traduire la reconnaissance des Nations Unies au Burkina pour ses efforts en faveur de la paix et de la stabilité du continent. Le financement du plan national de développement économique et social sera au cœur de la table ronde des bailleurs de fonds prévue les 7 et 8 décembre prochains à Paris. En prélude à la rencontre de Paris, le Premier ministre a échangé ce matin avec les partenaires techniques et financiers de l'État burkinabé. À l'issue des échanges, ces partenaires ont marqué leur disponibilité à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du PNDS. Jean Zongo et Maxime Zongo pour le reportage. Avec 5 000 milliards et demi de francs CFA à rechercher pour un coût global de plus de 15 000 milliards, le plan national de développement économique et social, PNDS, un véritable défi. Et pour gagner le pari, le chef du gouvernement a choisi de multiplier les rencontres avec l'ensemble des acteurs. Face à Paul Kabatieba ce matin, les partenaires techniques et financiers élargi aux ambassadeurs des pays du Sud. Tous les partenaires techniques et financiers présents ont marqué de façon collective leur soutien et leur adhésion à la vision, aux objectifs et au contenu du plan national de développement économique et social. Donc ça, c'était extrêmement important. Le deuxième élément, c'est que nous tous autour de la table, nous avons marqué notre engagement pour mobiliser tout ce qu'il faut en termes de financement public et aussi en termes de mobilisation des ressources privées.
La conférence de Paris, qui se tiendra les 7 et 8 décembre prochains, vise à obtenir l'engagement des partenaires du Burkina pour le financement du PNDS, mais aussi une appropriation de la vision de développement du gouvernement par les partenaires. Ils ont tous donné, quand ils en avaient la possibilité, le nom et l'identité de la personne qui représentait leur pays. Ceux qui n'avaient pas encore cette précision se sont engagés à faire les plaidoyers pour que leur pays ou d'autres institutions soient représentées au plus haut niveau. Et alors, donc, à l'issue des échanges, nous ne pouvons qu'être rassurés, nous ne pouvons qu'être réconfortés sur la détermination des partenaires techniques et financiers à accompagner le gouvernement du Burkina Faso pour la réussite donc, de la conférence des partenaires et le financement du plan de développement économique et social. Et une volonté commune d'aller de l'avant, d'aider le Burkina Faso à consolider la liberté, la démocratie, l'économie de marché, à lutter contre la pauvreté et à lutter contre les inégalités. Objectif principal de la rencontre de ce matin donc, solliciter l'adhésion et l'accompagnement total des partenaires afin de mobiliser les différentes autorités respectives ainsi que le secteur privé pour une participation de haut niveau. Et la Banque mondiale, l'un des partenaires au développement du Burkina Faso, veut mieux orienter ses actions au profit de notre pays pour la période 2017 à 2020. Pour cela, elle a procédé à un diagnostic de la situation économique et sociale du Burkina Faso. Ce diagnostic, dont les résultats ont été présentés à la presse, a concerné 5 régions. Il fait ressortir des situations critiques en matière de création d'emplois et d'accès aux services sociaux de base. Plus de précisions avec Jean Zongo et Estelle Judith Assorba. Le groupe de la Banque mondiale se prépare pour renouveler son cadre partenarial avec le Burkina Faso pour la période 2017-2020. Mais avant, il faut nécessairement établir un diagnostic de la situation économique et sociale du pays. Il a été mené dans 5 régions du Burkina Faso, l'Est, le centre-nord, le centre-ouest, la boucle du Moun et les hauts-bassins. Durant cette consultation, il s'est agi de recueillir les avis de toutes les couches sociales de la population sur la pertinence du diagnostic de la situation économique du pays. Un travail qui a permis à l'équipe de déterminer 2 éléments fondamentaux sur lesquels elle devra mettre l'accent pour réduire de façon significative la pauvreté au cours de son prochain programme d'appui au Burkina Faso. Il s'agit de la création d'emplois productifs et l'amélioration du capital humain et des infrastructures. Pour nous, les emplois productifs ils doivent se concentrer dans le secteur agricole avec grand A, qui est celui qui occupe plus de 80% de la population nationale, et qu'on puisse, dans ce secteur, le rendre le plus productif possible. Et en faisant cela, il va falloir aider certains acteurs à se reconvertir pour que sur la chaîne de valeur du secteur, on puisse avoir plus d'activités économiques rentables pour l'économie nationale. Le groupe de la Banque mondiale avait auparavant échangé avec les autorités gouvernementales et les chefs coutumiers. Les consultations diagnostiques systématiques prennent fin avec la rencontre des journalistes. Les suggestions et recommandations qui ont été dégagées seront prises en compte dans la rédaction du document cadre de partenariat pays pour les 4 prochaines années. Dans l'actualité également, des anciens chercheurs de l'université Ouaga 1 Joseph Kizerbo ont été promus par le CAMES, le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Ils sont une 50aine à bénéficier de cette promotion dans différents grades lors de la session 2015. Ces anciens chercheurs ont officiellement reçu les insignes hier jeudi. Les autorités attendent désormais d'eux qu'ils mettent leurs compétences au profit des universités où ils sont appelés à servir. Mathias Drabo, Vincent Tenerbego. Les universités Ouaga 1, Joseph Kizerbo et Ouaga 2 célèbrent ce jour leur performance académique. 55 enseignants-chercheurs, dont 52 pour Ouaga 1, ont été promus par le CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, aux différents grades de maître assistant, maître de conférence et professeur titulaire. Les lauréats reçoivent ici leurs insignes respectifs. Et nous allons mettre cette reconnaissance-là au service de la communauté, à commencer par les étudiants, à commencer par les jeunes chercheurs que nous devrons encadrer afin qu'ils puissent avoir le grade aussi de professeur. De la matière grise pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, appelée à rehausser la qualité des activités académiques de ces universités.
Ouaga 1 se classe déjà bien au plan africain selon les responsables. La normalisation des années universitaires dans cette université reste cependant le défi à relever pour acquérir ces lettres de noblesse. Que chacun travaille un peu plus, sinon ça ne peut pas changer. Donc c'est vraiment le grand message que j'ai donc à l'endroit des enseignants, à l'endroit des responsables. Nous les appelons à se mobiliser à fond. Nous savons que si c'est fait pendant 9 mois d'ici juin, vous verrez que la situation se sera nettement éclaircie sur le campus. Les lauréats ont été vivement exhortés à exercer dans le strict respect de l'éthique et de la déontologie qui gouvernent leur métier. Des enseignants-chercheurs dont les compétences sont également attendues dans les domaines tels que la lutte contre la malnutrition. La thématique de la malnutrition sera désormais prise en compte dans les curricula des universités et écoles professionnelles du Burkina Faso. Cette initiative de la FAO est déjà en expérimentation à l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso. Elle a fait l'objet d'échanges au cours d'un atelier tenu hier à Ouagadougou. Jean-Eudes Bayala et Maxime Zongo. La malnutrition, toujours et encore un problème de santé publique sous nos tropiques selon les experts. Ces conséquences se posent non seulement en termes de survie, mais aussi en termes de déficit de la productivité. La FAO, cet organisme onusien qui accompagne nos États dans leurs efforts de lutte contre la faim, entend maintenant nourrir la réflexion sur la possibilité d'intégrer la thématique dans les curricula de formation. C'est un cours jusque-là qui n'existe pas. Tous les cadres qui sortent de ces écoles ont bien entendu des compétences pour intervenir efficacement dans le secteur rural et dans d'autres secteurs qui ont trait à la nutrition. Mais malheureusement, n'ont pas les capacités, n'ont pas l'expertise requise pour, bien entendu, accompagner le pays dans ses besoins en matière de nutrition. Le présent atelier, une étape importante du projet, vise donc à élargir la base de la réflexion afin de le rendre opérationnel. L'accompagnement de la FAO ici permet une adaptation des compétences fournies par l'université avec les besoins des métiers du développement rural. Décideurs, enseignants, acteurs du secteur rural et étudiants conviés aux échanges se penseront sur les résultats de la phase pilote conduite à l'Université polytechnique de Bobo. L'ambition étant de mettre les formations en phase avec les besoins du monde rural. À côté de la malnutrition, les mutilations génitales féminines constituent un autre phénomène dont la tolérance zéro est fortement attendue. Cette fois, ce sont les épouses des autorités burkinabées qui sont appelées à jouer leur partition dans le combat contre les MGF. Mais avant, elles ont besoin de cerner toutes les questions liées à ce phénomène. Pour cela, elles bénéficient depuis ce vendredi d'une formation sur les MGF à l'initiative de l'association Voix de Femmes. Le reportage de Issa Kafando et Yolande Lompo. C'est une formation qui vise à faire des épouses des leaders politiques des leviers essentiels de changement devant permettre d'accélérer la fin des MJF. Avec intérêt, elles suivent un sketch proposé par cette troupe théâtrale afin de mieux cerner les conséquences des mutilations génitales féminines. L'initiative est de l'association Voix de Femmes. Les statistiques sont toujours préoccupantes. Ce qui veut dire qu'il faut continuer à attirer l'attention de l'opinion nationale sur la dangerosité de cette pratique et continuer à faire du plaidoyer pour qu'au plus haut niveau, la préoccupation soit intégrée dans les politiques et plans de développement. Dans 29 pays africains et sous d'autres cieux, les MJF portent atteinte à l'intégrité physique et psychologique de plus de 140 millions de filles. Les partenaires techniques et financiers soutiennent donc cette initiative qui vise à faire de la généralisation de l'enseignement des contenus sur les MJF une réalité au Burkina Faso. On doit maintenir le cap jusqu'à la tolérance zéro. Nous ne viendrons à bout de ce phénomène que lorsque chaque femme, chaque homme burkinabé en fera vraiment sa priorité. Dans l'objectif de promouvoir l'approche éducative de cette lutte,
Une coalition nationale a été mise en place depuis 2013. Autre point de l'actualité, ce soir, les États membres de la CEDEAO veulent harmoniser leurs pratiques dans la gestion du secteur de l'électricité. L'ambition, c'est de parvenir à une bonne gouvernance de ce secteur dans l'espace communautaire. À ce sujet, le Burkina Faso va abriter un forum de régulation du secteur de l'électricité du 14 au 16 novembre prochain. Le comité d'organisation de cet événement a rencontré la presse hier pour faire le point des préparatifs à Rocher Kam et Monkouna Dabiri. Du 14 au 16 novembre prochain, Ouagadougou sera le point de convergence des experts et décideurs du secteur de l'électricité. L'information est portée aux journalistes par le comité d'organisation du 5e forum de la régulation du secteur de l'électricité et de la 8e réunion des comités consultatifs. Ces rencontres visent à promouvoir la coopération et le partage d'informations entre organismes de régulation et de réglementation du secteur de l'énergie électrique dans l'espace CEDEAO. Le contenu du forum sera articulé autour de 3 sessions. Donc, la première session abordera les contours et contenu de la stratégie et de la politique de restructuration des marchés nationaux d'électricité vers la mise en place des marchés régionaux d'électricité durables. La deuxième session, elle parlera de la gouvernance réglementaire. La troisième session, cette session permettra de présenter les solutions existantes en matière de promotion d'énergie renouvelable, les potentialités et les perspectives d'investissement dans ce domaine. Ces rencontres se tiennent sous l'égide de la Commission de la CEDEAO et les échanges devront contribuer à renforcer les capacités des acteurs du marché régional de l'électricité. D'où le thème « Mettre en place le marché régional de l'électricité de la CEDEAO, opportunités et défis ». À ce jour, rassurent les organisateurs, toutes les mesures ont été prises pour la tenue effective de l'événement. Les ambassadeurs de l'Arabie Saoudite et des États-Unis d'Amérique sont en fin de mission au Burkina Faso. Hier soir, une cérémonie d'au revoir a été organisée à leur intention. À cette cérémonie, les autorités burkinabées ont une fois de plus traduit leur reconnaissance aux 2 diplomates pour leurs actions de soutien à notre pays. Le reportage de Amadou Ilboudo et Omar Zambri. Pour Tulinabo Mouchingi et Daïr Alenaz, respectivement ambassadeurs des États-Unis d'Amérique et de l'Arabie Saoudite au Burkina Faso. Tous deux ont vécu des expériences marquées par des périodes de forte turbulence au pays des hommes intègres. Selon eux, c'est avec un pincement au cœur et plein d'émotions qu'ils disent au revoir au Burkinabé. Quand on prend un pouvoir, quand on est affecté dans un pays, on sait qu'il y a un début et une fin. Donc bien sûr, un pays comme celui-ci qui m'a bien accueilli, bien sûr, ce n'est pas facile de partir. Mais comme on le savait qu'on allait partir, donc ça se ménage quand même. Après les sélections que j'ai vues ici au Burkina Faso, après tout ça, j'ai vu que le peuple burkinabé, vraiment, ce sont des peuples vraiment tolérants. Donc vraiment, je garde bonne image pour le Burkina Faso. Pour service rendu au Burkina Faso, l'ambassadeur saoudien a été décoré séance tenante par le ministre des Affaires étrangères au cours de la cérémonie. Tulinabo Mouchingi, lui, avait déjà reçu une distinction en 2015. Quand on s'habitue à des gens, la séparation est toujours difficile. L'ambassadeur saoudien, on a été très habitué à lui. Quant à l'ambassadeur Mouchingi, c'est quelqu'un qui n'est plus à présenter au Burkina Faso. Il est tellement intégré qu'il apparaît comme un des nôtres. L'ambassadeur de l'Arabie Saoudite quitte le Burkina Faso pour le Kazakhstan en Asie centrale. Quant à Tulinabo Mouchingi, affectueusement appelé Sidpa Walamde Amore, qui signifie « la vérité ne se chuchote pas » ou encore « Monsieur Pas de Lenga », lui dépose ses valises diplomatiques
non loin du Burkina Faso, au Sénégal. Et les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire devraient davantage se consolider grâce aux actions d'une nouvelle association. Il s'agit de l'association pour le renforcement de l'amitié entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Elle est composée d'une 50aine de membres issus des deux pays. Ces membres comptent mener des actions apolitiques pour atteindre leurs objectifs. Plus de précision avec Paul-David Bambara et Oumou Sissi. Les membres de l'ARAPSI, l'association pour le renforcement de l'amitié entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, présentent ici leur structure. Composée des natifs des deux pays, l'ARAPSI se donne pour mission essentielle de participer à la consolidation de la paix entre les deux États. Et pour cette première sortie officielle, Mamadou Ali Compaoré et ses camarades disent s'interdire toute prise de position à caractère politique, ethnique, religieuse ou raciale. Nous allons travailler avec les populations à la base. Nous allons travailler sur des questions humanitaires, des questions sociales, des questions sportives, des questions culturelles. Nous allons travailler avec les tout petits, les faire visiter pour des petits Burkinabés, les faire visiter la Côte d'Ivoire. De même, les petits Ivoiriens, nous les ferons venir ici dans le même ordre. Ils ne dormiront pas à l'hôtel, ils dormiront chez l'habitant pour que dès l'enfance, les préjugés entre ces peuples-là descendent. L'association pour le renforcement de l'amitié entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire a vu le jour le 25 août 2016. Elle entend se faire connaître des autorités des deux pays avant la fin de l'année. Prenons à présent les nouvelles de la 14e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Nous sommes à 48 heures de la clôture de l'événement et le bilan à mi-parcours est jugé satisfaisant. Le défi a été relevé avec brio, notamment dans le domaine de la sécurité. C'est en tout cas l'avis du comité d'organisation du CIAO 2016 qui a animé un point de presse cet après-midi. Kwale Nebié, Nathalie Sawadgo, Nabaloum. Après l'édition manquée de 2014, c'est un sentiment de pari réussi qui anime le commissariat général du CIAO. Cette 14e édition a connu la participation de près de 300 exposants venus de 27 pays, 16 000 visiteurs en moyenne par jour sur le site. Voici ce qui ressort du bilan à mi-parcours du commissariat général du CIAO. Le commissariat général pense que le bilan est positif. En tout cas, même si nous sommes à mi-parcours, et naturellement, nous avons dit, il y a donc l'un des défis majeurs, c'était donc le défi sécuritaire. Et en tout cas, nous voulons profiter d'ailleurs de cette opportunité pour féliciter l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité pour vraiment la forte mobilisation évidemment qu'elles ont déployée pour assurer la sécurité aussi bien des personnes que des biens sur le site du CIAO. Un aspect qu'il ne faut pas véritablement donc perdre de vue, c'était véritablement donc de pouvoir organiser et de tenir véritablement j'allais dire l'organisation de la présente édition qui naturellement vient après une édition manquée, c'est-à-dire l'édition de 2014. Des critiques faites par les presses ont été adressées au commissariat général, notamment les files d'attente à l'entrée. C'est véritablement vers la fin que l'on constate qu'il y a un engouement particulier. Bon, c'est vrai, les exposants, aussi bien que les visiteurs, naturellement, donc chacun a sa stratégie. L'exposant, lui, il pense pouvoir maintenir le prix. Le visiteur, naturellement, ou l'acheteur, naturellement, attendant véritablement donc la fin pour bénéficier donc des meilleurs prix. Alors, donc, c'est dire que pour les jours à venir, nous avons, en tout cas, nous mettrons tout en œuvre et au regard donc des critiques que vous-même avez formulées. À 2 jours de la fin de cette biennale, le commissariat général rassure l'ensemble de la population des dispositions prises pour faciliter leur visite sur le site du CIAO. Toutefois, il informe qu'à la fin du CIAO, les installations anarchiques des commerçants autour du site ne seront pas admises. En actualité sportive, on s'intéresse à cette question des candidatures à la présidence de la Fédération burkinabé de football. Amadou Traoré sera-t-il candidat à la présidence de la FBF? Le public devra encore attendre avant d'avoir une réponse à cette question. La commission d'appel a siégé hier, mais les journalistes qui ont fait le pied de grue n'ont pas eu droit à la décision qu'elle a rendue. Jean-Modeste Ouedraogo et Jérôme Tsendrebego. Des journalistes en attente de scoop, des gendarmes en alerte, des hommes en touche entrent pour examiner les recours de Amadou Traoré. Il a introduit 2 recours. Le premier
en validation de sa candidature suite à l'évaluation de la commission de validation. Le deuxième recours consistait à invalider les candidatures des deux autres candidats, à savoir Sita Sangaré et Bertrand Kaboré. Après 5 heures d'impatience, la séance est levée, mais les hommes des médias resteront sur leur faim. On a tenu les débats et la décision sera connue un peu plus tard parce que selon le texte, c'est le premier vice-président qui a compétence pour les publier. Donc voilà, nous on rendra une décision qu'on lui soumettra. En attendant la publication de la décision, la partie requérante garde espoir. Je n'ai rien vu qui puisse empêcher que ces recours aboutissent. Toutes les questions de droit qui ont été soulevées par la commission, nous avons pu répondre utilement. Voilà qui pourrait ajouter encore des épisodes au feuilleton déjà long de l'élection à la FBF. À présent, les nouvelles du 29e tour du Faso. La 8e étape a été courue aujourd'hui entre Bobo Dioulasso et Dédougou. Une étape remportée par l'Algérien Nassim Saïdi, mais le Burkinabé Harouna Il-Boudo conserve toujours le maillot jaune. La distance qui sépare Bobo Dioulasso de Dédougou est de 167 km et elle a été bouclée en 3h44 minutes. On voit cela avec Suleiman Sanou et Mahamadi Ouena. Bobo Dioulasso Dédougou, le deuxième plus long parcours du Tour du Faso 2016, a été une grosse bagarre tactique. Un combat entre forçats de la route qui a fait grimper les compteurs. L'étape d'une distance de 167 km a été parcourue en 3h44 minutes 22 secondes, soit à la vitesse moyenne de 44,659 km/h. La plus élevée depuis le début de ce 29e Tour du Faso. Ce rythme élevé s'explique par le fait que les Érythréens qui ont perdu tour à tour le maillot jaune et le maillot vert ont décidé de hausser le niveau dans l'optique de récupérer les maillots perdus. Tout le long du parcours entre Bobo et Dédougou, Kibrom Mehari et ses équipiers ont attaqué sans relâche. Mais les Burkinabés et les Algériens, bien au parfum de leurs intentions, ont su faire échec aux ambitions érythréennes. Et à l'arrivée, l'Algérien Nassim Saïdi, dans un sprint âpre, s'impose devant un trio érythréen composé de Zemefes Solomon, Jonathan Aïlou et Miron Abraham. L'Algérien conserve ainsi le maillot vert au point et le maillot de sprint intermédiaire. Quant au maillot le plus convoité, le maillot jaune, il est toujours la propriété de Harouna Il-Boudo. Le Burkinabé est le premier à porter le maillot jaune plus de 48 heures dans ce Tour 2016. Faut-il y voir ainsi annonciateur pour la victoire finale? On en saura un peu plus demain à l'issue de l'étape Dédougou-Koudougou, long de 131 km. Un mot de l'actualité à l'étranger. En Irak, c'est peut-être la véritable libération de la ville de Mossoul qui s'annonce. Les forces irakiennes ont pénétré la zone et ont pris position dans cette grande ville, jusque-là aux mains du groupe État islamique. L'ultime offensive est désormais lancée sur tous les fronts. Les combats ne sont qu'à quelques kilomètres à l'intérieur de la ville. Les forces d'élite irakiennes ont pénétré dans Mossoul via le quartier d'Al-Karama, situé à l'est. Leur progression est ralentie par l'opposition des combattants de l'État islamique. Face aux dizaines de milliers de soldats irakiens et kurdes, l'État islamique ne pourrait compter que sur 3 à 5 000 hommes. La bataille est en cours. L'ennemi utilise des snipers, des voitures piégées et des missiles. Mais si Dieu nous aide, nous libérerons ce quartier très rapidement. Côté djihadiste, pas question de lâcher du terrain comme le suggèrent ces images de propagande. Dans un enregistrement sonore, Abou Bakr al-Baghdadi enjoint ses combattants à tenir leur position. Mais au milieu des combats, comme toujours, le sort de milliers de civils. Drapeau blanc à la main, ils tentent de rejoindre les camps établis dans la zone sous contrôle kurde. Plus de 2 ans après la prise de Mossoul par Daesh, des familles séparées par l'offensive de juin 2014 se retrouvent enfin. C'est ma famille, ce sont mes amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux pas décrire ce que je ressens. Cela fait 2 ans que je ne les ai pas vus. Ils ont pu partir au début des événements. Nous sommes malheureusement restés et nous avons vécu un calvaire.
Pour ceux qui n'ont pas fui, reste le danger de se retrouver piégés entre les deux camps. Selon Reuters, les habitants de la petite ville de Hamam al-Halil pourraient ainsi être utilisés par Daesh en tant que bouclier humain. Retour au Burkina Faso pour la revue de presse de cette édition. Les parutions de ce vendredi se sont intéressées à la lutte contre l'insécurité et l'incivisme au Burkina Faso. À l'international, les journaux commentent les appels à démission lancés contre le président sud-africain Jacob Zuma. La revue de presse est avec Touboum Evelyne Dabiri. Le face à la presse du Maté DSI est à la une de vos parutions de ce 4 novembre. Au menu des échanges, l'incivisme et l'organisation de la police de proximité rappellent notre temps. Pour le ministre en charge de l'administration du territoire, cette police de proximité prendra en compte les initiatives des populations qui participent à la prévention de l'insécurité et d'autre part, corrigera les insuffisances constatées sur le terrain, précise ce journal. Objectif de ce partenariat entre l'État et la population, amener les comités locaux de sécurité à plus de respect de la légalité et des droits humains dans leurs activités, précise le Maté DSI dans les colonnes de Aujourd'hui au Faso. Autre point abordé lors de cette conférence de presse, la lutte contre l'incivisme routier qui a porté ses fruits au dire du Maté DSI. Pour preuve, la diminution du nombre et de la gravité des accidents et l'encaissement au profit de l'État de plus de 100 millions de francs CFA, lit-on dans Sidoya. En actualité hors du Burkina, les journaux rapportent la multiplication des appels à la démission du président sud-africain. Des appels qui fusent de toutes parts à cause des révélations d'un rapport qui fait état de liens hautement compromettants entre le chef de l'État Jacob Zuma et des hommes d'affaires indiens qui influenceraient certaines de ses décisions, explique le pays. Et pour preuve, écrit l'observateur Palga, ses amis indiens possédaient le don de faire et de défaire les carrières ministérielles au gré de leurs intérêts. Et au lendemain de ce tsunami politique, des voix se lèvent pour demander son départ du pouvoir. Car ce qui semble révolter le plus les Sud-Africains, c'est cette image de marionnette que renvoie le premier des leurs. Alors, Zuma vit-il ces derniers jours, interroge le pays. Et bien malin qui saura le dire, conclut-il. Et puis cette information, avant de se quitter, le service des informations sportives de la RTB vous donne rendez-vous tout à l'heure à 21h pour l'émission Sport Box spéciale consacrée à l'élection à la Fédération burkinabé de football. C'est la fin de ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée en notre compagnie.